Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais laisser la parole dans quelques instants aux différents intervenants. Les exposés seront entrecoupés de sessions de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Rafaela Le Grulot, qui est la présidente de Respect Océan et qui est membre du jury de cette édition 2020 cette année. Donc, Rafaela, je te laisse la parole et je coupe mon micro. Bonjour à toutes et à tous, merci Aurélie et merci donc à vous toutes et tous d'être parmi nous pour ce webinaire de présentation du concours Tech for Islands de Summit de 2020 qui va avoir lieu l'année prochaine, donc organisé par la French Tech Polynésie et avec lequel nous avons le plaisir d'être partenaires. Alors au-delà du partenariat, c'est l'honneur de faire partie du jury et je vous expliquerai pourquoi cela a vraiment une consonance toute particulière pour moi. Donc avant cela, quelques mots sur l'association Respect Océan, qui est un réseau que j'ai initié en 2013 et qui est devenu une association depuis septembre 2018. Notre volonté est de promouvoir les acteurs économiques qui sont engagés dans une économie durable en faveur de la protection de l'océan et de ses écosystèmes marins et côtiers. Nous voulons affirmer le rôle fondamental et moteur des entreprises en matière de protection de l'océan. Les entreprises sont capables de porter des innovations importantes, des solutions et mettre en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur l'océan. Et nous souhaitons en être porte-parole. Donc après un peu plus d'un an et demi d'existence officielle, nous avons maintenant plus de 50 adhérents et nous mettons en place un programme d'action, d'intervention en faveur de la promotion et bonnes pratiques pour l'océan, en lien avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Nous serons partenaires, comme c'est le cas aujourd'hui, d'un certain nombre d'événements lors du dernier trimestre 2020 et l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur le lien LinkedIn. Donc maintenant, peut-être, je vais revenir pourquoi c'est si important pour moi d'être aussi membre de ce jury et quel plaisir ça représente pour moi d'être avec vous aujourd'hui, toute la French Tech Polynésie. Donc peut-être Aurélie, tu pourrais lancer une vidéo. Donc voilà, c'est le 2 novembre 2003, arrivée de ma traversée océanique du Pacifique avec donc un projet une traversée de 89 jours et un projet qui a démarré dans un petit village en Bretagne avec toute une équipe, une traversée en solitaire pour arriver sur la Polynésie avec une arrivée absolument somptueuse de tous les Tahitiens à Papeete. Et ça, je pense que c'est inscrit dans la mémoire de toute mon équipe et de toutes les personnes présentes. Donc, pour ma part, j'étais sur une planche à voile océanique, donc un condensé de technologie de la course au large sur un mode réduit, avec une autonomie complète en matière d'énergie, et puis une vie donc autonome entre la journée de traversée, donc navigation à la voile avec parfois des aléas, et puis la nuit donc plutôt un bivouac en pleine mer où je dérivais. Donc c'est un travail pour faire une traversée comme ça, c'est un peu la version émergée de l'iceberg quand on le voit, on le découvre sur les médias, puisque en fait il y a souvent 2 fois à 3 fois plus de temps de préparation pour partir faire cette traversée, qui en l'occurrence là était particulièrement longue puisque c'était près de 3 mois en mer, avec un passage entre les îles du Tuamotu et donc l'arrivée sur Tahiti. Donc voilà, alors peut-être maintenant je vais revenir sur deux, trois petites choses qui me semblent importantes de souligner sur ces traversées et finalement qui font le lien avec le propos de ce webinaire, donc que tout le monde voit bien ma présentation là. Donc voilà, retour finalement entre
c'est presque un retour à Tahiti pour moi avec cette French Take de la Polynésie et j'en suis vraiment très très reconnaissante et très touchée. Et je voulais aussi partager avec vous le fait que, par exemple, partir sur une traversée comme ça sur l'océan Pacifique, c'était aussi se mettre dans les traces de l'aventure des pionniers et notamment l'expédition du Kon-Tiki qui est inscrit dans la mémoire et des Péruviens et des Polynésiens avec Thor Heyerdahl en 1947, un Norvégien et 5 autres compagnons. C'était des scientifiques. Thor Heyerdahl était un ethnologue et il voulait prouver par cette expédition que, en fait, comment dire, le peuplement des îles du Pacifique s'était fait par l'Amérique du Sud en suivant les vents et courants favorables dans ce sens-là. Donc, ils ont construit un radeau et ils sont partis avec un radeau en bois du Pérou et ils sont partis pour aller jusqu'au Tuamotu. Donc, l'expédition est extraordinaire. C'était un esprit vraiment complètement pionnier. Finalement, Thor Heyerdahl avait tort, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire de vouloir démontrer ça et de se lancer dans cette aventure à l'époque, en 1947. Et moi aussi, donc, je m'inscrivais finalement sur ce trajet et il fallait aussi prendre en compte, et ça je pense que c'est important aussi dans tout le propre de chaque aventure et notamment avec la mer, prendre en compte ce qu'est la mer, son fonctionnement et notamment par exemple le fonctionnement des conditions climatiques sur toute cette zone pacifique. Donc tout de suite avec mon équipe, on s'est mis en lien avec les équipes scientifiques pour essayer de comprendre être au chevet finalement du Pacifique. Il y a toutes ces balises et cette technologie qui suit les conditions météo du Pacifique et essaye de comprendre par exemple des phénomènes climatiques comme El Niño et on sait combien c'est important aujourd'hui, notamment peut-être avec le changement climatique. Et donc El Niño, si les conditions d'alizé, moi j'avais besoin de conditions d'alizé normales et si on avait du El Niño, c'était tout le contraire. Donc il fallait vraiment prendre en compte ça. Autre point important, c'est par exemple aussi participer finalement dans une expédition comme ça, participer à l'élaboration de données. Donc là, par exemple, on avait équipé ma planche d'un capteur de température de la mer pour être en correspondance avec les données satellites, donc et faire finalement des données de terrain par rapport à des données acquises par satellite. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants dans la meilleure connaissance scientifique. Donc voilà, donc je vous passe les détails que vous avez vus sur cette vidéo, mais qui montrent aussi que quelque part dans cette aventure, on se lance, il y a toujours une prise de risque et il y a aussi des difficultés parfois mentales, c'est compliqué. Et la prise de risque, elle est assumée, mais on la connaît et on l'a travaillée. Donc voilà, petit clin d'œil et grand clin d'œil finalement aussi dans cette traversée océanique. Moi, je me suis mise aussi dans les pas de tous ces gens qui se sont émerveillés à découvrir la Polynésie et qui ont pris du temps, le temps de traverser pour arriver sur ces îles magiques de la Polynésie, et puis aussi dans les pas de ces navigateurs hors pair qui étaient les Polynésiens et qui, à l'époque, donc, ont plutôt, à l'inverse de ce que pensait Thor Heyerdahl, ont plutôt navigué contre les vents en allant s'appuyer sur une navigation à travers les étoiles, donc en choisissant une étoile, leur abaya, et puis ensuite en allant contre le vent pour ensuite éventuellement revenir avec le vent. Donc voilà, traverser aussi qui vous fait rentrer dans la compréhension de ce que c'est que la mer et de tous ces écosystèmes qui sont liés et de la formidable biodiversité marine. Donc là, je crois que c'est quelque chose qui est très important dans par exemple, l'ADN de Respect Océan et que vous pouvez garder en tête aussi pour tout ce futur concours. Donc, en l'occurrence, petit clin d'œil pour ma traversée et toutes les traversées océaniques que j'ai faites. J'ai été accompagnée par les dorades coryphènes, qui sont des poissons fabuleux que l'on connaît bien sur les côtes polynésiennes, qu'on appelle la maï-maï.
Et d'ailleurs, ma planche de traversée s'appelle Maï Maï parce que vraiment, c'était pour moi des compagnes. Hein. C'était des poissons formidables. Donc l'arrivée sur les îles Tuamotu, les îles Tuamotu, c'est des îles très difficiles à naviguer. Hein. C'est magnifique, mais en même temps, c'est extrêmement périlleux. Et puis ensuite, l'arrivée sur Tahiti, donc avec la première île que l'on voit, et puis ensuite la formidable arrivée que vous avez vue par vidéo. Donc finalement, la réflexion que j'ai et qui je pense qui peut être important aussi à garder avec ce concours, et c'est les mots de Patrice Franceschi, qui dit au fond l'esprit d'aventure, c'est vraiment une part aussi liée à prendre certains risques. Et je pense que c'est pour les entrepreneurs, c'est très important d'avoir ça en tête, et vous connaissez ça. Remettre en cause des fonctionnements, aller sur des innovations de rupture en fait, et puis aller chercher des nouvelles solutions parce que le monde d'aujourd'hui nous demande finalement d'inventer des enjeux sont tellement importants, et notamment pour les îles du Pacifique, qu'il faut pouvoir aller basculer un petit peu notre manière de fonctionner et se placer dans une sorte de réelle grande aventure, une grande aventure qu'on ne fait pas tout seul, parce que même si on est tout seul, par exemple, comme c'était mon cas au milieu du Pacifique, il y avait derrière moi, il y avait avec moi toute une équipe et toute une communauté de personnes qui partageaient complètement l'aventure. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ce concours particulièrement. Il y a une vraie cohérence dans l'idée de ce partenariat entre Respect Océan et la French Tech Polynésie. Et puis, il y a aussi cet énorme lien du cœur et affectif qui fait que pour moi, ça me touche beaucoup de pouvoir être membre de ce jury. Donc aujourd'hui, vous allez écouter différentes présentations qui vous permettront d'en savoir plus sur le concours grâce à l'intervention d'Olivier Cressman, président de la French Tech Polynésie, que je remercie beaucoup pour la confiance qu'il accorde à Respect Océan et également à moi-même. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter Samuel Dupont, qui est donc qui dirige Bioceanor et qui était donc une entreprise qui a été concurrente et lauréate de la Tech for Islands, l'édition précédente, 2019. Et je vous remercie infiniment d'être présent. Et puis, je vais laisser la parole à Olivier en étant à votre disposition pour toutes les questions et réponses qu'il y aura après les présentations de tout un chacun. Merci beaucoup à vous et à tout de suite. Merci bien, Yorana. Yorana à toutes et tous, métropolitains et zones du Pacifique, et Yorana, Rafaela. Merci beaucoup pour ce rappel. D'ailleurs, ce rappel qui m'a ramené quelques années en arrière parce que j'étais sur la digue le jour de votre arrivée en Polynésie avec mes enfants. Et je me souviens effectivement de cette ferveur de votre arrivée, mais bon, qui est tellement typique dans l'accueil polynésien, mais qui était extrêmement admiratif de votre traversée. Je voudrais également remercier votre organisation, Respect Océan, et plus particulièrement Aurélie qui a préparé tout cela, avec le concours de mon équipe ici en Polynésie française, notamment Muriel Pontarolo, qui fait un énorme travail, pour vous parler voilà, de ce concours Tech for Island, l'innovation par et pour les îles. Pour faire un pitch rapide, avant de rentrer plus dans le détail, je vous dirais que ce Tech for Island Awards 2020, puisqu'il y a le concours Tech for Island et il y a effectivement le Tech for Island Summit, qui est le festival qui aura lieu en avril 2021. Là, on est sur le Tech for Island Awards 2020, qui a été lancé le 26 mai, pour une clôture des inscriptions au 20 juillet et un rendu final vers fin septembre. C'est donc la deuxième édition de ce concours. C'est un concours international qui a pour objet de faire émerger des solutions innovantes par et pour les îles et en faveur bien du rebond des économies insulaires, parce que nous sommes une particularité dans nos économies, pour plus autosuffisants, pour être plus éco-responsables, durables et résilientes. C'est donc ça l'objet de ce concours. Mais avant d'aller plus loin,
Si vous permettez, on va revenir quand même pour vous expliquer un peu rapidement qu'est-ce que c'est que la French Tech Polynésie. La French Tech Polynésie, d'abord, c'est un label qui nous a été délivré en février 2019 parmi les deux communautés outre-mer qui étaient la Polynésie et la Réunion. Donc, nous sommes une jeune French Tech, mais qui avait quand même déjà un existant depuis 3 ou 4 ans en tant qu'association Digital Festival Tahiti, dont la vocation était la promotion du digital et permettre à la population polynésienne de découvrir le digital sous toutes ses facettes. Ça a été l'objet de nos travaux. Et donc, depuis l'année dernière, French Tech Polynésie, qui est aujourd'hui bien au-delà de la notion purement digitale, on peut parler vraiment d'une convergence des forces d'innovation de Polynésie française, puisque comme vous le voyez à l'écran, sur votre droite, beaucoup d'acteurs du secteur privé, acteurs dans les télécommunications, dans le transport aérien, dans le financement, le cluster maritime Polynésie française, qui est bien sûr un partenaire très important sur le sujet de la mer, d'autres grands acteurs, l'Open, l'Organisation des professionnels du numérique, et puis sur votre gauche, eh bien, des acteurs du secteur public, que ce soit le pays, bien sûr, avec sa belle pirogue représentative, l'État, le ministère Outre-mer, la French Tech en général, l'Université du Pacifique, l'ensemble du réseau de enseignement supérieur et innovation de Polynésie, le CNES, ça peut paraître étonnant, mais le CNES est un partenaire depuis longtemps, et tout cela eh bien, répond à cette notion de convergence, de force d'innovation qui impulse cette Tech for Island pour faire émerger des solutions innovantes. Alors, la Tech for Island, je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur ce mot-là pour l'expliquer tout simplement, et vous allez, je pense, très bien le comprendre. On est tout simplement dans une déclinaison de la Tech for Good, qui depuis 2-3 ans est largement commentée et appuyée par les grands de ce monde. Eh bien, nous sommes fait la réflexion l'année dernière que nous avions des problématiques iliennes, insulaires, qui n'étaient pas forcément au quotidien des problématiques continentales. Et nous avons donc décidé de créer cette vision de Tech for Island, c'est-à-dire cette vision de la technologie, comme la Tech for Good, bonne pour le monde, dans son application sociétale, environnementale, biodiversité, éducation, santé. Eh bien, nous avons souhaité la même chose, mais destinée à nos États insulaires, d'où le terme Tech for Island, qui fait là pour faire émerger des solutions innovantes, autosuffisantes, éco-responsables, durables et résilientes, comme je vous le disais. Ce hub, en fait, donc ce hub qui est notre label que l'on défend, et maintenant le hub de la Tech for Island en général, est là donc pour émerger, faire accompagner et propulser à l'international des solutions innovantes, écologiques pour la planète. Le meilleur exemple, c'est la première édition, donc l'année dernière, qui s'est tenue de ce concours et qui a vu le lauréat qui est avec nous ce soir, Samuel, de Biocéanor, qui est toute une solution que nous avons identifiée comme étant dans cet esprit-là. Et ça a été un grand plaisir de les avoir avec nous, d'ailleurs, ensuite, lors de notre manifestation du Summit, pour leur remettre leur prix. Et c'est vraiment cet esprit-là qui est porté par la Tech for Island. Les objectifs sont vraiment là, c'est préserver notre environnement et nos océans, c'est renforcer notre autonomie d'utilisation de nos ressources, bien entendu, et plus généralement de favoriser le développement d'énergies propres et renouvelables également, parce qu'on en a besoin. Je rappelle que la Polynésie, c'est grand comme l'Europe en termes de surface, donc avec beaucoup d'eau, certes, mais des problématiques forcément d'éloignement et de géographique qui sont importants quand on parle d'énergie et d'autonomie. Et puis c'est prioriser aussi, parce que c'est très important pour nous, l'inclusion numérique dans nos sociétés insulaires. Il n'est pas question d'avoir des gens qui restent sur le bord de la route. Il faut donc savoir les associer souvent par le développement des outils du service public, mais on y tient beaucoup également dans le respect de la culture et des savoir-faire traditionnels qui sont encore en Polynésie très présents et auxquels on tient énormément à les préserver. Voilà, donc tout cela, bien, ça concourt à renforcer notre résilience au changement climatique, bien évidemment, et qui mieux que des Iliens peuvent comprendre et voir l'impact des changements climatiques en matière de remontée des eaux, par exemple, ou autres sujets qui nous touchent très vite et directement. Et donc, ce deuxième concours, eh bien, en fait, à l'origine, il devait être lancé, pour tout vous dire, lors de la présence du président Macron, qui devait être avec nous en Polynésie courant avril.
dans le cadre d'un One Planet Summit. Et nous avions donc travaillé à ce deuxième concours dans cet esprit, d'où son aspect international, pour également embarquer dans la réflexion les États insulaires du Pacifique qui sont souvent beaucoup plus anglophones. Et puis est arrivée la crise du Covid-19, totalement imprévue pour tout le monde, et nous avons très très vite pris conscience que cette crise, eh bien, elle frappait de plein fouet, elle a des répercussions sanitaires, économiques et sociales au niveau international, bien entendu, mais chez nous, c'est encore plus fort quand vous êtes sur des milieux iliens. Et donc, il y avait vraiment pour nous urgence à réfléchir et à profiter de ce concours pour créer un phénomène de rebond. Et ça a été vraiment la démarche de la French Tech Polynésie, dans le lancement de cette seconde édition, de vouloir donner une priorité maximum sur des solutions innovantes et concrètes. On n'est vraiment pas sur du projet. On a besoin d'avoir des candidatures qui sont déjà au stade de développement, de mise en œuvre, de phase pilote, mais pas au stade de simplement de projet, et qui surtout soient rapidement déployables dans les îles. Alors, dans les îles, en Polynésie, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de foncier, mais quand on parle Tech for Island, on ne parle pas que Polynésie, on parle l'ensemble du monde des Iliens, et donc il y a certains qui ont plus de chances que nous. Donc, on est de toute façon à élargir le débat, à avoir des solutions, mais simplement, il faut qu'elles soient dans une capacité d'être mise en place assez rapidement et répondant à tous les environnements qu'on a cherché. Alors, on parle de solutions par et pour les îles parce que, bien sûr, on pense qu'on essaye de pousser nos jeunes start-upers iliens à comprendre qu'ils ont une carte à jouer dans le monde assez difficile à percer du monde de la tech. Et ils sont, qui mieux que eux, sont bien placés pour comprendre les sujets que nos îles ont besoin en termes de solutions innovantes, technologiques ou dans les environnements qui peuvent être l'éducation, la santé, le développement économique, enfin, tout ce qui fait des développements suffisants, autosuffisants, durables et résilients. C'est tout cela qui, pour nous, aujourd'hui, avec le lancement de ce concours, eh bien, correspond à cette vision des îles d'après, et une vision qui a vraiment pour objet, autant sur tous les plans sanitaires, économiques et social et environnemental, de protéger les populations insulaires pour développer notamment l'emploi dans nos îles éloignées. Voilà, donc la propriété de Tech for Island Awards 2020, vous les avez là sous les yeux, je vous les ai déjà expliqués, c'est protéger les populations, bien sûr, prévenir les pandémies et en limiter leur évolution, c'est accélérer la relance économique, permettre la création d'emplois, trouver de nouvelles méthodes de travail, c'est œuvrer à une plus grande autosuffisance et autonomie. C'est pas un vain mot quand vous êtes dans les îles et très éloigné de tout. C'est bien sûr renforcer la résilience insulaire au changement climatique et puis, eh bien, c'est se dire qu'on peut devenir un modèle d'éco-consommation en modifiant les façons de produire et de consommer parce que quelque part, des lieux comme la Polynésie, je le rappelle, de 180 000 habitants sur une surface grande comme l'Europe, il est possible de se considérer presque comme un petit laboratoire et de pouvoir faire des expérimentations différentes de ce qui se fait ailleurs, mais ayant pour vocation d'être plus responsable dans son quotidien de consommation. Nous avons donc identifié pour le concours 5 sujets, 5 thèmes qui sont dans lesquels nous invitons les candidats à concourir. Le premier, et vous voyez que c'est souvent en anglais pour aider nos anglophones, donc il y a la FTech et la e-santé. Bien sûr, c'est tout ce qui va toucher à la protection des populations. Blue Tech durable et résiliente. Ah ben, et là, je pense qu'avec votre organisation, avec Respect Océan, on est complètement dans ce sujet-là et on s'y arrêtera peut-être un peu plus. Tout ce qui est économie circulaire, la clean tech. Vous imaginez combien il peut être compliqué la gestion des déchets quand vous êtes sur une île comme Raiatea ou Bora, qui pourtant ont une image préservée, mais ont une fréquentation touristique très importante. Donc, il y a une vraie problématique de traitement de déchets. Et ça n'est pas le système des barges qui répond à des réalités, je dirais, de santé ni de respect des environnements. Le smart tourisme, c'est notre réacteur, notre première pompe économique. Et autant vous dire qu'en ce moment, on souffre beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hôtels ouverts avec les avions, bien sûr, qui ne viennent plus en Polynésie. Ça se réouvrira mi-juillet. Et vous êtes les bienvenus parce que nous sommes free Covid. Donc, surtout, n'hésitez pas à bien passer vos vacances chez nous. Enfin, le dernier thème, c'est l'inclusion et bien sûr l'innovation administrative publique. C'est là où on pense que la réalité de l'inclusion et l'accès pour tous se passe par le développement de tout ce qui est service public. Alors, si on fait un petit zoom sur les différents sujets,
Je fais attention à l'heure parce que je sais que je suis surveillé et chronométré. On a donc un premier sujet qui est tout ce qui est santé. Bah, évidemment, pour nous, c'est la télémédecine, c'est les télédiagnostics, c'est la téléconsultation même à domicile, et sans forcément avoir besoin de bandes passantes très importantes. On a le haut débit en Polynésie, mais quand vous êtes dans des vallées éloignées, c'est moins évident. Et puis, bien sûr, la crise du Covid-19 a mis en évidence bien, la problématique des personnes isolées. Donc, il faut aussi prendre en compte cette notion-là. La bouteille durable et résiliente, eh bien, écoutez, Raphaël nous en a parlé tout à l'heure, bien sûr, on a beaucoup d'îles, on a un patrimoine à préserver, on a des îles tellement variées, les Tuamotu, les Gambiers, les Australes, les Marquises, tout ça, ce sont des îles qui ont une identité, qui ont un environnement social très différent. Il faut, au travers des actions qu'on mène dans le développement de l'économie bleue en général, qui est autour d'eux, il faut les aider dans la préservation de la biodiversité. Il faut les aider à se renforcer sur la résilience insulaire au niveau des changements climatiques. Ils n'ont pas les mêmes situations. Les Marquises sont des îles hautes, les Tuamotu sont des îles basses, donc vous n'avez pas les mêmes effets en termes de montée des eaux. Et puis, il faut absolument parvenir à développer des modes d'énergie et de richesse partagée décarbonés. C'est vraiment des choses très importantes. Il y a des projets assez importants qui commencent à voir le jour, notamment avec le concours du cluster maritime Polynésie française, tels que des ETM. Mais enfin, on est encore loin du résultat. L'année dernière, nous avions des candidats pour des solutions avec des turbines à placer dans les passes. Et je pense que ce sont des solutions comme ça qui vont nous aider à répondre à ces problématiques de développement de richesse partagée et décarbonée. La clean tech, je vous en ai parlé tout à l'heure 2 minutes, je ne vais pas trop m'attarder. C'est bien sûr tout ce qui est surtout pour nos maires, ce qu'on appelle les tabanas, les élus des communes, le traitement des déchets et leur valorisation. Et ça, quelle que soit la filière, parce qu'il y a des endroits où on fait plus d'agroproduction que de tourisme. Donc, il faut savoir se caler sur tout cela. Le tourisme, forcément, c'est un élément fondamental pour nous. Il faut savoir le mettre en valeur. Ça n'est pas que dans la promotion, c'est aussi dans la valorisation, les équilibres culturels et naturels. C'est savoir faire partager l'histoire de ce pays et de cette région à d'autres gens, avec des histoires extrêmement intéressantes, comme le racontait tout à l'heure Rafaela, sur les migrations de population qui se sont faites, avec notamment le marais de Taputapuatea à Raiatea, qui a été labellisé UNESCO. Donc, on a vraiment des choses très, très fortes à mettre en avance et en valeur. Et puis, l'inclusion et l'innovation publique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut encore, pour nous, beaucoup lutter contre ce qu'on appellerait l'électronisme, parce qu'il y a une fracture sociale évidente, réelle quand même, au niveau des usages numériques. Et ça passe forcément par un service public mieux adapté, plus à disposition des populations dans les îles, permettant de la formation à distance, permettant de l'enseignement également. On a vu dans la crise du Covid, avec les écoles fermées, que le téléenseignement a plutôt pas mal marché en Polynésie, même si ce n'est pas toujours évident d'avoir les bons tuyaux, et globalement avoir l'activité économique et l'emploi qui se développe dans tout cela. Le Grand Prix Tech for Island Awards 2020, eh bien, il y a 3 prix en fait qui sont 3 grands prix. Le premier, c'est le Grand Prix Monde, qui adresse à l'ensemble des candidats. Donc, on est bien dans un concours international. Que l'on soit une start-up, que l'on soit un organisme de recherche, une entreprise innovante, une université, tout le monde peut concourir. Et vous voyez que nous avons, par expérience de la première édition, plutôt mis l'accent sur du mentoring, de l'accompagnement du lauréat, en tout cas au niveau monde déjà, de façon à leur permettre d'accélérer l'existence sur les grands salons. Vous voyez qu'il y a le Full Pass My Global Village qui est prévu donc comme lot, qui permet quand même d'accéder d'une part au CES de Las Vegas dans le cadre du village francophone et internationaux, mais également du Vivatech Paris. Donc ce sont quand même des grands salons sur lesquels il n'est pas forcément évident d'être. Nous avons des gens comme Fleur Pellerin qui sont là, qui sont membres du jury comme l'année dernière, et puis des masterclass au CNES, des meetings importants avec la station F, du coaching et bien sûr avec Inès Leonarduzzi qui est une personne influente sur tout ce qui est digital for the planet, du coaching également avec Ventura Capital pour les anglophones. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, beaucoup en coaching, et puis surtout, bien sûr, ne l'oublions pas, l'invitation du lauréat au prochain Tech for Island Summit à Tahiti, transport et hébergement pris en charge par l'organisation, et la participation, bien sûr, avoir un stand
lors de notre Tech for Ireland Summit. Tech for Ireland Summit qui, pour l'instant, est planifié, si je ne me trompe pas, sur la période de fin février, pardon, pas fin avril, excusez-moi, 2021, aux alentours, entre le 19 et le 21, je crois, de mémoire. Le deuxième prix, bon, ce n'est pas le deuxième prix d'ailleurs, c'est un autre prix, le Grand Prix de l'Océanie. La même chose, mais avec en plus 3 mois d'incubation gratuits au sein de l'accélérateur Outre-mer Network à Station F, notre ami Daniel Herciot, que je salue au passage. Et ça, c'est un Grand Prix qui s'adresse plutôt aux Océaniens. Donc l'Océanien, c'est la zone Pacifique Sud. Et enfin, un prix Outre-mer qui, lui, s'adresse aux Outre-mer français, plus directement, aux candidats Outre-mer français. Et donc là, en plus de tout ce qu'on a déjà décrit, se rajoute un stand sur le pavillon France à Eureka Park au prochain CES. Donc, beaucoup de choses dans les prix qui sont là pour permettre aux solutions qui ont été primées de mieux encore être vues, mieux encore être exposées et être accompagnées dans la façon par laquelle ils peuvent le mieux lever des fonds. Je pense notamment au mentoring avec Fleur Pellerin qui anime son fonds d'investissement Corelia Capital et d'autres gens autour d'elle qui permettent d'affiner le pitch qui n'est jamais facile devant des gens qui sont plutôt dans le monde de la finance. Voilà, donc les grandes dates, elles sont là. Ben, vous voyez, là, le 26 mai, c'était le lancement. Le 20 juillet, ça sera la clôture des candidatures. Le 30 septembre, l'annonce des lauréats avec un grand concours. D'abord, il y a un premier concours, un premier jury local qui va identifier une douzaine de finalistes. Et puis, il y a le grand jury dans lequel Raphaëla est présente, et j'en suis vraiment très heureux, avec d'autres gens importants. Olivier Gaston, qui est le président de l'OCTA au niveau de l'Europe. Salwa Toko, président du Conseil national du numérique. Dominique Cagnard pour BPI France. Business France sera là également. Frédéric Moncani de Saint-Aignan, que vous connaissez sûrement, qui est le président du Cluster Maritime France. Donc, beaucoup de gens. Thomas Fouquet pour le CNES. Daniel Herciot, bien sûr. Notre ministre du numérique sera avec moi à mes côtés, parce que ça se passe de nuit généralement. Et nous aurons surtout M. Kozilatou, qui est le directeur général du secrétariat au Pacifique Sud, de tout ce qui est environnemental, programme environnemental. Voilà, donc ça aboutira au 30 septembre. Et puis donc, comme je vous l'indiquais, c'est le 22 et 24 avril, je corrige les dates, la date prévisionnelle, si tout se passe bien, du Tech for Ireland Summit à Tahiti, à la présidence, sous le chapiteau mis à notre disposition. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai pris un peu plus de temps, je m'en excuse. Vous avez là l'ensemble des acteurs qui sont avec nous sur cet événement. Nous sommes très fiers d'avoir Raphaëla et Respect Océan avec nous cette année au concours dans le jury et comme partenaire. Et je vous assure qu'on voit le succès qu'a le lancement de ce concours et tout est là pour vraiment avoir encore une très belle année et surtout l'émergence de solutions qu'on ne soupçonne pas forcément parce qu'elles étaient peut-être un petit peu dans leur coin, perdues dans le monde de la Tech for Good. Eh bien, la Tech for Ireland, c'est la vitrine qui est faite pour les solutions destinées aux îles. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne suite. Je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Et puis surtout, n'hésitez pas, venez en Polynésie. Encore une fois, à partir du 15 juillet, les lignes seront ouvertes et nous serons ravis de vous accueillir. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc je vous invite à laisser votre micro ouvert parce qu'on va maintenant avoir une première session de questions et réponses avec vous avant de passer à notre deuxième intervenant. Donc moi j'ai des petites questions. Combien il y avait de candidats, combien vous avez eu de candidatures lors de l'édition 2019? Alors on s'attendait gentiment à avoir une trentaine de dossiers. On a eu 66 dossiers. Et de 10 pays différents. Et avec on a été à peu près sur 4 sujets identiques, économie bleue, on n'avait pas la santé, on était sur l'éducation également. Donc déjà là, un gros succès, une grosse surprise pour nous. C'est là qu'on a vraiment pris conscience que la notion de Tech for Ireland était quelque chose sur lequel il y avait une forte attente et un fort besoin d'expression. Et là, sur l'édition qu'on lance maintenant, au rythme où vont les dossiers de candidature qui nous arrivent depuis le mois de mai, on va être à une centaine de dossiers, je pense, voire même plus. Donc, une autre question, quelles sont les améliorations ou les changements par rapport à l'édition 2019? Qu'est-ce qui est différent pour ceux qui connaissaient déjà l'édition 2019? Est-ce qu'il y a des différences? Quelles sont les différences avec l'édition 2020? Alors, il y a une différence fondamentale dans cette édition et c'est la raison pour laquelle j'ai oublié de le saluer. Nous avons pris les services de Damien Hélène qui est avec nous.
c'est toute l'ouverture de notre concours à l'international et au monde anglophone. Ça paraît pas grand-chose, mais ça veut dire tout de suite qu'on se positionne dans une autre dimension, avec un autre niveau de concurrence, parce que il y a là des solutions déjà assez poussées. Donc c'est déjà un premier pas. On est sur un concours cette fois-ci vraiment international et qui s'affiche international puisque le site web, l'ensemble des dossiers est complètement traduit en anglais. La deuxième chose importante, vous l'avez vu au niveau des lots, c'est que depuis l'année dernière, après d'ailleurs le passage de Muriel Pontarolo au CES de Las Vegas en début janvier, beaucoup d'acteurs que nous avions peut-être un peu du mal à approcher sont naturellement venus vers nous. Je pense d'abord à BPI France, qui est très présent auprès de nous, et Dieu sait que je pense que vous savez tous combien BPI France est un partenaire, qu'il est important d'avoir avec soi. C'est réconfortant, ça aide, ça donne un label tout de suite, de sérieux aussi. Business France également est avec nous. Des gens nous ont beaucoup rejoints, notamment les Polynésiens qui étaient à l'extérieur. Je pense à Elisabeth Ekshon et Jessica Shinfu, qui sont de Los Angeles et de San Francisco, qui ont, par leur contact, permis là aussi de faire une promotion plus forte du concours. Et puis, vous l'avez vu, notre concours cette année, on a fait le choix qu'il n'y ait pas de dotation numéraire, mais qu'on soit beaucoup plus riche en apport de contacts pour aider au développement. On l'avait déjà un peu approché l'année dernière. Je pense que Samuel nous en parlera tout à l'heure parce que j'ai l'impression, vu de loin, que avoir été lauréat de la première édition du Tech for Island Awards les a aidés aussi à être plus présents. Ils avaient à leur disposition la French Tech, Outremer Network, Fleur Pellerin et son fonds d'investissement. Donc là, on est allé encore plus loin, avec notamment des stands à disposition, et que ça soit de la tech, que ça soit au CES. Quand on est une start-up, quand on est une société même déjà implantée, on sait ce que ça veut dire qu'avoir un stand dans ce genre de manifestation, et je pense que c'est des vitrines très fortes. L'objectif, il était là pour nous, que les lauréats trouvent en notre concours un tremplin encore plus fort pour promouvoir leurs solutions. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure du niveau de maturité des projets, hein. Vous avez expliqué que c'était plutôt des projets concrets qui étaient déjà lancés. Est-ce que vous pourriez en dire plus justement sur le niveau de maturité des projets qui sont éligibles? Alors, quand on dit maturité, on veut dire par là des projets qui ne sont pas au stade du dossier papier, qui n'ont pas encore, qui ne se traduisent pas par du concret. La maturité d'un dossier, ne nous trompons pas, elle n'est pas dans son développement à l'international. Non, c'est avoir quelque chose qui puisse être présenté, qui pourrait être comme déployé peut-être en bon test. Je me rappelle l'année dernière, par exemple, il y avait un candidat, on peut le nommer d'ailleurs, Marine Tech, qui présentait une solution de production d'eau douce dans des sphères plastiques par phénomène de chaleur, donc d'évaporation, et ça permettait de prendre n'importe quelle eau saumâtre ou autre, et par le phénomène d'évaporation dans la sphère, de produire de l'eau douce. Ce sont des gens qui étaient au stade un peu plus que prototype, mais qui étaient encore en plein développement de leur solution. Et d'ailleurs, l'Océanor, je pense, était également à peu près à ce niveau-là. Donc la maturité dont on parle, elle est surtout dans le fait que ça ne se traduise pas par un dossier papier et qu'il n'y a rien derrière. Qu'on ne soit pas au stade de l'intention louable. Il faut déjà être au stade de quelque chose qui se présente, de concret. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que vous pouvez développer les articulations qui existent avec les dispositifs French Tech de R&D, les dispositifs amont French Tech pour la R&D? Oui, les dispositifs French Tech R&D, ils sont le fait que, étant nous-mêmes affiliés French Tech, on a, et puis je le précise, avec Muriel Pontarolo, on est très fiers, qui est quand même la représentante, la déléguée Outre-mer à la French Tech centrale, qui a été nommée début d'année. On est dans le fait de profiter de tout l'élan de la French Tech installée Station F, avec toute la mise à disposition qu'on peut avoir, et au travers du réseau Outre-mer Network également. On a d'ailleurs un jeune Polynésien qui a été incubé à la Station F, Kevin Besson, qui a pu développer une solution pour la veille des ruches, qui s'appelle LeadBees, et qui a pu profiter de tout ce qui est des environnements de recherche qu'on a. Il est clair que la French Tech Polynésie, soyons très, très humbles, nous sommes une association à l'autre bout du monde,
On ne prétend pas avoir des environnements de recherche, mais par contre, on a des réseaux forts. La French Tech en est un, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où c'est très intéressant cette notion de convergence. Nous avons également les universitaires, nous avons également les centres de recherche. La délégation à la recherche de l'État est avec nous, comme la délégation à la recherche du gouvernement de la Polynésie française, parce que je rappelle, nous sommes un COM, une collectivité d'outre-mer. Donc on a autour de nous beaucoup de gens qui sont déjà engagés sur des sujets et qui permettent de donner les moyens de faire des avancées importantes pour des jeunes solutions. Je prends le cas du CRIOB, que d'ailleurs Samuel connaît bien, le CRIOB à Montréal, qui est un centre de recherche et de protection de niveau de tout ce qui est l'aéronef. Eh bien, je pense que les BioCerneur a dû trouver en eux des relais importants, pas seulement sur la partie technique, mais aussi sur l'environnement de R&D qui est nécessaire pour valider ces solutions. Merci beaucoup. Alors, on a des questions maintenant assez précises, je pense, de candidats qui souhaiteraient poser leur candidature. Donc, une question qui concerne le transport maritime à la voile. Est-ce que la question du participant est la suivante? Pensez-vous que le transport maritime à la voile peut avoir sa place dans le concours pour un service inter-île? Voilà. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, quand on parle de travailler sur des réflexions de solutions d'énergie décarbonée, il est clair que les distances que nous avons entre nos îles forcent à réfléchir à des moyens de transport à la voile, évidemment, énergie naturelle et qu'on a largement sous nos îles. L'année dernière, nous avions d'ailleurs dans les gens qui avaient concouru, alors m'excusons, je ne me rappelle plus du nom de cette société, mais qui est quand même pas neutre. Alors là, on n'est pas dans du petit projet. Ce sont les gens qui ont remporté l'appel d'offres de transport de la fusée Ariane sur leur plaque d'eau qui fonctionne avec une aile. Une aile. Donc, et ces gens-là sont venus, étaient présents d'ailleurs, ont souhaité être présents au Tech for Island Summit de l'année dernière pour montrer à quel point des transports au travers à voile, peut-être de techno très modernes, comme avec des ailes, permettent de venir répondre à des problèmes de transport insulaire. Et en Polynésie, bien oui, le transport insulaire interîle, il est très fort. Je rappelle que les Marquises, c'est quand même assez loin. C'est un petit peu comme si la Polynésie était à Madrid et les Marquises se trouvent du côté de Stockholm. Donc il y a un peu de distance avec toutes ces îles, Tuamotu, les Australes très au sud, bien sûr. Il y a matière, il y a largement la place pour un dossier qui répondrait à une problématique de transport au travers d'un transport à voile. Merci beaucoup. Alors, on va dépasser de quelques minutes par rapport à ce qui était prévu, puisqu'on a encore deux questions assez précises. On a un participant qui porte une solution pour récupérer les macro-déchets flottants en mer et qui souhaiterait savoir à quel endroit il peut trouver des données précises sur tout ce qui touche aux problèmes de déchets et de pollution marine de toutes sortes sur les îles, s'il existe voilà des bases de données ou des personnes à contacter. Très honnêtement, je ne saurais pas lui dire précisément, mais par contre, ce que je lui propose, c'est qu'il nous écrive donc sur notre site web French Tech Polynésie ou sur la page Facebook Tech for Island Awards, et on le mettra en relation d'une part avec le cluster maritime Polynésie qui a probablement lui plus d'informations sur le sujet, ou avec des services du pays qui sont dans cette notion de gestion de traitement des déchets. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une dernière question et ensuite on laissera la parole à Samuel Dupont pour son retour d'expérience. Une autre personne, donc un candidat potentiel, qui développe une technologie qui permet de valoriser l'impact positif des services écosystémiques rendus aux océans pour les îles africaines. Est-ce que ce dossier-là est-il éligible également au concours? Bien sûr. Absolument, absolument. On est très surpris. On a une énorme variété de dossiers qui nous arrivent. Et il y a des dossiers qui sont dans cet esprit-là, dans cette démarche-là. Je crois qu'il faut être. Raphaëlla disait tout à l'heure, il faut être aussi en rupture. Moi, j'aime tout ce qui est rupture. J'aime sortir des sentiers battus. On a défini des cadres pour permettre peut-être de mieux qualifier des choses, notamment dans l'approche rebond que nous cherchions à faire. À avoir comme réaction suite à la crise du Covid. Mais nous ne sommes pas du tout fermés. Je peux déjà affirmer qu'il n'y a pas de dossier qui est rejeté.
tous les dossiers sont reçus, tous les dossiers sont instruits. Après, la difficulté sera dans quelle case on le place. Et vous avez constaté que les lots ne sont pas des lots sur les catégories de domaines, ce sont des lots de façon globale. Donc, il faut vraiment soyez audacieux et n'hésitez pas à proposer vos dossiers, même si vous n'êtes pas trop sûr dans quelle case le placer, on saura le faire et de toute façon, ils seront tous lus avec attention. Merci beaucoup Olivier. On va bientôt donc maintenant passer à l'intervention de Samuel Dupont qui dirige l'entreprise Bioceanor, qui est l'un des lauréats du concours de l'édition de l'année dernière, afin d'en savoir plus déjà sur son innovation et d'avoir un retour d'expérience donc sur le concours et les bienfaits. Quels sont les bénéfices d'avoir gagné le concours de l'année dernière? Donc Olivier, je vous laisse maintenant la parole. Bonjour Aurélie, merci pour cette invitation et l'organisation de ce beau webinar, et merci à Olivier pour sa présentation du concours 2020 qui s'annonce encore une édition très palpitante. Et merci à Rafaela aussi pour cette belle introduction sur son aventure en Polynésie, et j'y trouve de nombreuses analogies avec l'aventure d'une start-up comme a pu être Bioceanor, puisque l'arrivée de Bioceanor en Polynésie se résume à la même pensée qu'avait Rafaela. C'est un point de départ, une prise de conscience. Et donc, avoir été lauréat en 2019 de cette première édition du Tech for Island a été pour nous un tremplin, une prise de conscience et aussi un véritable élan pour notre technologie et l'amélioration de celle-ci. Donc, je vais vous présenter vraiment notre société, puisque nous, au sein de Bioceanor, donc on est basé à Sophia Antipolis. Et aujourd'hui, l'objectif principal de Bioceanor est de participer à la lutte contre les pollutions marines, puisque c'est l'objectif prioritaire. Aujourd'hui, Bioceanor s'inscrit dans les grands objectifs de développement durable qui ont été fixés par l'ONU, et notamment, on retrouve des objectifs qui sont très liés à la vie sous-marine et à la préservation de la biodiversité marine. Et la Polynésie française, et la Polynésie au sens très large, et les îles, sont vraiment un réservoir de biodiversité importante et sont le poumon de nos océans à travers la richesse coralligène qui est présente dans ces îles. Aujourd'hui, donc notre société, donc on a tendance à appeler notre équipe la Blue Team, puisqu'on a tous et on est tous animés par la même passion qu'est la préservation des océans. Et aujourd'hui, donc après ce concours Tech for Island, comme disait tout à l'heure Olivier, on a eu un véritable tremplin, puisque notamment on a réalisé notre première levée de fonds tout récemment, et on est accompagné par des fonds et des structures financières qui ont une philosophie très proche de la nôtre, c'est-à-dire défendre le développement durable, défendre les océans. Et ça a vraiment été quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, donc, Bioceanor a développé une solution qui est nommée la première station météo sous-marine connectée dotée d'intelligence artificielle, qui permet de mesurer en temps réel la qualité de l'eau et par des méthodes prédictives d'avoir des informations sur la qualité de l'eau dans les 24 à 48 heures. Cette solution donc fait partie tout récemment des 1000 solutions les plus innovantes et en termes de développement durable, puisqu'elle a été labellisée par le label Solar Impulse, qui, si je ne me trompe pas, est notamment un des prix offerts aux lauréats cette année au concours 2020. Et pour nous, ça a vraiment été un label vraiment très important, puisqu'il reconnaît notre innovation comme étant une innovation majeure de rupture et qui va participer à un monde meilleur, notamment au niveau de l'écologie, et pouvoir défendre ce caractère durable. Aujourd'hui, la solution Aquaril qui a été développée par Bioceanor trouvait toute sa place, notamment en Polynésie française, puisqu'on adresse plusieurs marchés avec cette solution, notamment la pisciculture, la conchyliculture. Donc la conchyliculture en France, c'est pour les huîtres consommables, mais en Polynésie, il y a une grande richesse, notamment de l'huître perlière. Également la crevette, puisqu'il existe de nombreuses fermes de crevettes en Polynésie. La recherche, comme mentionné tout à l'heure Olivier, à travers le CRIOB, puisqu'on est en partenariat avec le CRIOB, et l'environnement, enfin, puisque l'environnement est quelque chose de très important en Polynésie. Et comme le mentionnait tout à l'heure Olivier, la Polynésie est grand comme l'Europe, mais la plupart, c'est l'eau et l'environnement. Et donc, c'est vraiment le poumon de la Polynésie. À l'époque du concours de 2019, on avait identifié donc plusieurs enjeux de la Blue Economy en Polynésie.
Et notamment, quand on regarde cette belle photo de biodiversité, il est important de la préserver. Donc, il est important de mettre des réseaux et des mises en place de réseaux de surveillance sur ces îles pour préserver les coraux. On entend souvent parler de blanchiment des coraux, qui est une véritable menace pour les territoires insulaires et notamment la Polynésie, puisque c'est une barrière de protection indispensable. Et également, ça représente une source de biodiversité très importante. Et le blanchiment des coraux est un véritable danger pour les territoires insulaires. Ensuite, nous avions identifié d'autres thématiques, notamment faire prospérer l'industrie de l'huître perlière, puisque c'est une des richesses économiques de la Polynésie. Et enfin, la mise en place d'une aquaculture éco-responsable en Polynésie, qui est pour moi quelque chose de très important, puisque aujourd'hui, la richesse de biodiversité et la pêche est de plus en plus limitée du fait de l'épuisement des ressources naturelles. Et la Polynésie, on le sait très bien, est un territoire vraiment très divers et l'aquaculture a toute sa place. Mais par contre, voilà, donc avoir une aquaculture éco-responsable est vraiment quelque chose d'indispensable pour éviter de reproduire des erreurs du passé qui auraient pu être commises. Nous étions accompagnés à l'époque d'une structure System Factory à travers laquelle nous avions déjà réalisé une première mission en 2018 et nous avons été ravis donc d'être accompagnés par cette structure pour postuler à ce concours 2019. Donc nous avons eu vraiment le plaisir d'être désignés grand lauréat du concours 2019, à travers lequel nous avons pu bénéficier de nombreux leviers. Déjà, le premier était de pouvoir faire partir mon équipe, puisque c'était un souhait de notre part de faire partir nos collaborateurs pour qu'ils puissent voir de même la Polynésie, voir aussi de même quel était l'impact et quelle était la diversité et la biodiversité marine, pour que ces personnes-là et nos collaborateurs puissent avoir cette philosophie à travers le développement des produits. La reconnaissance du Tech for Island est vraiment très très large. Déjà, nous avons eu un gain de visibilité importante, notamment à travers la mise en relation avec les équipes de BFM Business, 01net, avec lesquelles on a pu communiquer très largement, et j'en oublie certainement. Et cela a vraiment nous a permis d'avoir une visibilité et de récupérer des contacts au-delà des Outre-mer et des territoires polynésiens. Nous avons pu avoir un impact vraiment très large. Au niveau technique, la Polynésie est un véritable laboratoire pour tester des innovations. Ce territoire ne ressemble à aucun d'autre en termes de chaleur, de conditions climatiques. Et pour nous, ça a vraiment été un tremplin pour tester nos produits, améliorer la robustesse de ceux-ci par rapport aux conditions vraiment très rudes par moment. Et on a pu déployer des premiers dispositifs. Là, on voit une photo d'une ferme de crevettes qui se situe sur l'île de Tahiti. On a pu déployer cela pour essayer d'améliorer leur process de production. Et enfin, donc comme le mentionnait tout à l'heure Olivier, on connaît très bien le CRIOP puisque c'est un laboratoire vraiment reconnu mondialement pour ses innovations, pour ses recherches plutôt, pardon, sur la surveillance de la barrière de corail. Et être en partenariat avec cet institut nous apporte vraiment une vision importante et nous permet d'améliorer de jour en jour nos produits, nos services et vraiment d'apporter tout notre savoir-faire et tout l'intérêt de nos produits pour le territoire polynésien. Donc enfin, pour finir la petite présentation, pourquoi candidater pour le Tech for Island? Vous l'aurez compris, la solution Biosanor et la société qu'elle est aujourd'hui n'aurait peut-être pas été la même si on n'avait pas obtenu le concours en 2019 à travers donc le prix, la venue en Polynésie, les accompagnements qui ont été proposés, et notamment les accompagnements du CNES et Fleur Pellerin, qui ont vraiment et nous ont permis aujourd'hui de grandir, d'améliorer nos produits et services et de trouver en la Polynésie une philosophie d'innovation, on va dire ça un peu comme ça, qui nous permet d'avoir toujours en conscience que l'innovation doit être proche de la réalité du terrain et être utile. Et derrière l'eau et derrière la qualité de l'eau, il y a des humains qui en vivent. Et ça a vraiment été vraiment quelque chose de très important. Donc je vous invite tous à candidater. L'équipe sur place est vraiment très accueillante. On est accueillis à la hauteur de ce qu'a été Rafaela à son arrivée lors de son expédition. Nous, on a été accueillis, on a été mis en contact et les gens sont, voilà, c'est un cluster vraiment très important et qui va vous permettre d'avoir un véritable boost dans votre vie de start-up ou d'entreprise pour le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention et encore merci pour ces présentations et merci pour
de nous avoir désigné lauréat l'année dernière, vraiment parce que ça nous a beaucoup aidé. Merci à tous. Merci beaucoup Samuel pour ce retour d'expérience. Donc j'invite les participants qui nous écoutent aujourd'hui à poser les questions en utilisant, comme dans la session précédente, l'onglet chatter. Moi j'ai une petite question en attendant que d'autres arrivent. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux candidats? Alors le conseil, j'entends beaucoup les questions tout à l'heure qui ont été posées à Olivier et de savoir si telle ou telle innovation sont recevables pour la Polynésie. Je pense que la Polynésie est vraiment demandeuse d'innovation. C'est un territoire, comme on le disait tout à l'heure, un laboratoire pour pouvoir tester leur innovation et je pense que toutes les innovations ont leur place en Polynésie. Mais ne pas oublier justement le caractère de la Polynésie, la philosophie, c'est de prendre vraiment ça en considération, la vie des insulaires, le caractère très touristique, le caractère vraiment très tourné vers les océans. Et je pense que la philosophie des Polynésiens vis-à-vis de la mer est vraiment quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, avec Respect Océan, voilà, c'est un peu la thématique. Donc voilà, j'ai pas de conseil particulier, mis à part vraiment mettre en avant des innovations qui soient fiables, qui soient vraiment destinées à la Polynésie. Et je pense que le jury saura les accueillir avec grand plaisir. Merci. On a une question qui est destinée à Olivier et Samuel. Est-ce que vous êtes en contact avec l'Institut polynésien du biomimétisme? Alors pour ma part, pas pour ma part, Samuel, mais je laisse Olivier répondre de son côté. Je pense que oui, parce que nous sommes en contact avec avec Crazypol, qui rassemble tous les acteurs du domaine de l'innovation et de la recherche en Polynésie. Donc, je ne serai pas affirmatif, mais en tout cas, si on ne l'est pas, eh bien, on serait ravi de l'être, bien entendu. Alors Muriel nous indique que oui, vous êtes effectivement en contact avec l'Institut polynésien du biomimétisme. Voilà, donc on a la réponse. Samuel, est-ce que l'entreprise sera présente en avril à Tahiti? Alors on l'espère, on n'a pas encore discuté de cela. C'est vrai que on avait beaucoup discuté à l'époque de la potentielle venue du président Macron en Polynésie, de notre présence sur place. Et donc ouais, ça serait avec plaisir de pouvoir y participer et de pouvoir continuer nos relations avec le gouvernement polynésien sur différentes thématiques, le cluster maritime aussi, comme le mentionnait Olivier, c'est des personnes vraiment très importantes. Donc oui, on espère pouvoir être présent à cette édition pour continuer cette relation particulière avec la Polynésie et pouvoir revenir avec des bonnes nouvelles sur Biocéanor après un an, plus d'un an de l'obtention du concours Tech for Island 2019. Très bien, merci beaucoup. Donc on va peut-être laisser un mot de conclusion pour Olivier. Donc voilà, je vous laisse conclure un peu ce webinaire et ensuite je laisserai le mot de la fin, l'ultime fin à Raphaël. Bien, écoutez, le mot de la fin, c'est de vous dire d'abord que je suis très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'occasion de profiter de la vitrine de votre organisation pour promouvoir notre deuxième édition du Tech for Island Awards. Dire à tous ceux qui nous entendent et qui nous ont écoutés que c'est un concours vraiment qui est destiné à faire émerger des solutions innovantes. On est très large au niveau de ce qu'on a proposé des thèmes, mais nous sommes évidemment très large dans le fait de lire et de regarder ce qui nous est proposé. On est complètement tourné sur une notion de rebond. C'est très important pour nous et on sait que dans d'autres îles aussi, ce rebond des économies insulaires suite à la crise du Covid est très importante et il passera par un développement plus autosuffisant, durable et résilient. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout en ligne sur notre site web, sur notre page Facebook. Muriel Pontarolo en personne s'occupe de vous répondre, même dans des horaires qui sont compliqués pour nous, puisque nous sommes à 12 heures de décalage de Paris. Mais l'important pour nous est de pouvoir vous aider à concourir. Le 20 juillet, c'est pas tout de suite, mais ça approche vite. Donc n'hésitez pas et surtout soyez audacieux, n'ayez pas peur de la distance, on n'est pas si loin que ça, vous le voyez, et on a beaucoup de choses à faire valoir, que ce soit dans l'esprit de la Polynésie et dans tout ce qu'on cherche à mettre en place dans ce petit laboratoire du bout du monde, mais où il fait aussi bon vivre. Voilà, ça sera le mot de la fin.
Merci beaucoup et merci à vous surtout d'avoir accepté d'intervenir à 22h30 puisque je rappelle pour ceux qui nous écoutent de Métropole que chez vous il est 22h30. Donc un dernier mot de la fin de Raphaëla et ensuite on vous souhaitera à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne nuit. Bien, merci beaucoup à vous. Merci à nos amis de la Polynésie. Vous allez pouvoir aller vous coucher. C'était un grand honneur. C'est un grand honneur pour nous, Respect Océan, de pouvoir participer et être avec vous sur ce concours. Et pour ma part aussi, d'être présente au jury. Comme vous l'avez expliqué, les enjeux sont forts et plus particulièrement sur cette zone du Pacifique. Donc c'est clair que les innovations apportées par les candidats, il faut que vous vous mettiez entre guillemets dans la peau de ce que sont en train de vivre toutes ces îles du Pacifique et n'ayez pas peur d'aller vers ces pays-là et d'essayer de participer à ce concours pour apporter vos solutions. Ils ont vraiment besoin de vos contributions, de votre aide et de vos idées. Et c'est vrai que c'est une formidable opportunité aussi pour une sorte de pilote pour préparer ce futur. Donc c'est un grand honneur pour nous de participer à ce concours et je suis sûre qu'il va sortir des solutions particulièrement enthousiasmantes pour le futur. Donc bon vent à vous, bonne continuation et bonne préparation de votre participation à ce concours. Merci à Tahiti, merci à la French Tech et à bientôt. Merci Raphaël. À bientôt.